Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Donc voici la troisième et dernière partie de notre série sur l'autisme. Donc, on va parler des types précédents. La publication en 2013 du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM, a marqué des changements significatifs dans la façon dont l'autisme a été classé et diagnostiqué. Par exemple, jusqu'à la publication du DSM-5, les experts se référaient à différents types d'autisme. Il s'agissait notamment des éléments suivants. Donc, il y avait le trouble envahissant du développement, le syndrome d'Asperger et le trouble autistique. Par exemple, le syndrome d'Asperger. Ça, c'est une forme beaucoup plus légère d'autisme qui est marquée par un fonctionnement intellectuel normal, mais des difficultés d'interaction sociale. Il y a le trouble envahissant du développement. Ça, c'est une forme modérée d'autisme qui a été plus prononcée que le syndrome d'Asperger. Et enfin, il y a le trouble autistique qui est une forme plus sévère d'autisme qui est marquée par des déficiences plus graves que le syndrome d'Asperger et le trouble du développement. Donc avant, les, les chercheurs, enfin les spécialistes, quand ils se référaient à l'autisme, ils découpaient ça en morceaux. Donc il y avait les gens qui avaient le syndrome d'Asperger, il y avait les gens qui avaient le trouble envahissant du développement, et puis les gens qui, on dit, ils avaient les troubles autistiques. Mais avec la publication du DSM-5, les choses ont changé. Maintenant, le DSM-5 dit c'est juste l'autisme, mais il y a un spectrum. Donc ça va de 0 par exemple à 30. Pensez à une règle. J'en parle dans ma première vidéo sur l'autisme, hein. Ça, c'est juste un exemple. Donc c'est un spectrum. Ça va de très très léger à modéré et à très important. Aujourd'hui, ces conditions sont simplement connues sous le nom de trouble du spectre de l'autisme autistique, le trouble du spectre autistique en français. Bien que les types ci-dessous, les syndromes d'Asperger, etc., ne soient plus des diagnostics officiels, certaines personnes les trouvent encore utiles pour décrire comment les symptômes sont ressentis et leur gravité. Par exemple, les gens trouvent souvent que le syndrome d'Asperger est utile en tant qu'identité personnelle ou pour se connecter avec d'autres personnes qui vivent des expériences similaires. Je vais faire toute une vidéo je vais créer toute une série sur l'autisme. Donc, je parlerai dans cette série du syndrome d'Asperger, etc., etc. Donc, vous vous demandez quels sont les traitements. Eh bien, on va encore prendre le cas de Pierre. Vous savez que Pierre est autistique. Bien que l'autisme soit une maladie permanente, Pierre sait qu'il existe des traitements qui peuvent aider à soulager ses nombreux symptômes et à améliorer sa capacité à fonctionner dans différents domaines de la vie. Quand il était petit et qu'il a été diagnostiqué, les médecins ont dit à ses parents que le traitement doit commencer le plus rapidement possible. Il n'y a pas de traitement unique qui est meilleur, c'est-à-dire qu'un traitement va fonctionner très bien pour quelqu'un et ne va pas vraiment bien fonctionner pour une autre personne. Donc, il faut s'adapter, hein. Comme il est atteint d'autisme, il a un large éventail de symptômes, ce qui signifie que les besoins de Pierre sont différents des besoins d'un autre enfant qui avait l'autisme. Certaines de ces options de traitement peuvent être utilisées avec des médicaments et de la thérapie. Bien sûr, il n'y a pas de médicaments approuvés pour le traitement de l'autisme, mais un médecin peut toujours prescrire certains médicaments pour soulager certains symptômes, hein. Il y a des médicaments tels que les inhibiteurs sélectifs de récaptage de la sérotonine, les antipsychotiques, les stimulants, etc., etc., hein. Ils peuvent soulager des problèmes tels que l'agression, l'anxiété, les problèmes d'attention, la dépression, l'hyperactivité, l'irritabilité, le retrait social, etc., etc. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que moi j'en pense. Moi, personnellement, je ne suis pas avocate de prendre des médicaments qui ont un
comment on appelle ça? Qui ont un effet sur le cerveau. Parce que vous pouvez vraiment faire du mal à votre cerveau à long terme. Parce que ce qui fonctionne pour quelqu'un ne va pas nécessairement fonctionner pour vous. Quand j'étais, il y a quelques années, j'étais au Canada. Et j'étais en train de pousser la poussette. Il y avait mon petit garçon. Il avait quoi? Il avait 2 ans. Et je l'emmenais au parc, à côté de là où on habitait. Et là, au parc, j'ai rencontré un homme. C'était un homme canadien. Enfin, il marchait, il m'a croisé en fait. Et il a vu le bébé. Enfin, il avait 2 ans. Il a vu le petit garçon. Il a dit, oh, qu'est-ce qu'il est mignon. C'est vrai que mon petit garçon était super mignon. Et ces gens mignons, les gens s'arrêtaient dans la rue pour voir à quel point. Bref. Et après, il regarde le petit garçon et il dit, oh, il ressemble à telle célébrité, et commençait à faire des blagues sur la célébrité, etc., etc. Et moi, je dis, oui, c'est vrai, mais il est très, très, très enjoué, il est très dynamique, il bouge beaucoup. Et là, ça a alerté l'homme. Et l'homme, il m'a regardé, et là, vous pouvez voir la tristesse dans ses yeux. Et il commençait à me dire, vous savez, moi aussi, j'étais comme ça quand j'étais petit. J'étais un enfant hyperactif. Je bougeais beaucoup. Et il m'a expliqué que sa mère est partie voir le docteur et le docteur lui a prescrit des médicaments. Et il m'a dit, ces médicaments, c'est la pire des choses qui lui soit jamais arrivée. Ça a bousillé son cerveau. Et il m'a dit, écoutez, quoi qu'il arrive, votre petit garçon, ok, il est hyperactif, etc., etc., mais c'est tout à fait normal. Ne lui donnez pas de médicaments. Parce qu'il dit que maintenant, même il est adulte, il a du mal à penser, il a du mal à se concentrer. Il sait qu'il y a un truc qui ne va pas dans son cerveau. Si, par exemple, il ne peut pas étudier, il ne peut pas lire un livre, c'est vraiment difficile pour lui. Il m'a dit, ne lui donnez pas de médicaments. Quand j'étais au Mexique, j'ai été voir un docteur, c'est un psychiatre, oui. Tout de suite, il a prescrit des médicaments pour mon enfant, des trucs qui vont l'aider pour son cerveau, etc., etc., etc. Après, j'ai expliqué cette histoire au docteur. Après, le docteur a dit, oh, mais vous inquiétez pas, ça c'était avant, maintenant, les médicaments, ça fait plus ce genre d'effet. Mais pourtant, je fais mes recherches et ça dépend de la personne. C'est vrai qu'il y a des gens où, bon, ça va passer, mais il ne faut pas jouer avec le cerveau. Donc, si quelqu'un vous dit, oh, donnez des médicaments qui ont un effet sur le cerveau de votre enfant, avant d'accepter, il faut faire vos recherches à vous-même. Il faut vraiment, je dis pas, faut accepter ou il faut refuser ou ça c'est une décision personnelle que vous devez prendre. Mais avant d'accepter aveuglément, il faut quand même que vous fassiez vos recherches. Moi, je vous encourage à ne pas voir qu'un seul docteur, à consulter plusieurs docteurs, pas un, pas deux, mais plusieurs, et aussi à faire vos recherches sur Internet. Si possible, discuter avec des gens qui ont eu ces médicaments et l'effet que ça a fait sur eux. Donc, faites vraiment vos recherches parce que sans le savoir, vous pouvez bousiller le cerveau de votre enfant. Ce qui marche pour le voisin ne va pas nécessairement marcher pour votre gosse à vous. Donc, faites très attention avec ces médicaments, hein. Donc, il y a aussi, bon, là, on a parlé des médicaments, il y a aussi la thérapie comportementale et développementale. Alors, vous vous dites, est-ce que finalement, j'ai donné des médicaments à mon fils? Non, je ne lui ai pas donné. Donc, c'est vrai il était hyperactif, mais maintenant, il s'est un peu calmé, hein. Il a 8 ans et il est calme. Donc, il y a des moments comme ça dans la vie où l'enfant va être très, très bougeotte, et puis, ben, tout à coup, de lui-même, il s'est calmé, hein. Il aime bien être dans son coin, en train de lire un livre, faire ses petites activités, je sais pas quoi, là. Mais c'est totalement le contraire de ce qu'il était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était difficile de le maintenir, hein. Il sautait partout, il cassait tout, etc. Mais il faut comprendre que c'est normal. C'est normal que les enfants soient comme ça. Les enfants ne sont pas... euh, c'est pas normal d'être enfermés dans une maison 24 heures sur 24 ou comme quand ils sont à l'école, là, pendant 8 heures assis. Ça, ce n'est pas naturel.
c'est la société qui veut que, ben, c'est comme ça que ça se passe, oui, c'est comme ça. Mais ce n'est pas naturel. L'enfant a besoin d'air, il a besoin de courir, il a besoin de s'exprimer, etc. J'avais lu l'histoire d'une dame, elle était aux États-Unis et elle avait un enfant comme ça. Et l'école lui disait, oh, il faut lui donner des médicaments, il faut faire ci, il faut faire ça. Elle a été super intelligente. Elle a fait ses recherches sur ces médicaments et elle n'a pas aimé ce qu'elle a trouvé. Mais parce que l'école insistait, et ils ont même dit, si vous ne donnez pas les médicaments, on va appeler les services sociaux parce que vous êtes une mauvaise mère, machin. Vous savez ce qu'elle a fait? Cette femme était d'origine jamaïcaine, elle s'est barrée. Elle a dit, l'Amérique, c'est pas pour moi, je me barre. Elle a pris son enfant, sa famille et tout ça, ils sont partis en Jamaïque. Et là, elle a expliqué que en Jamaïque, parce qu'elle n'habitait pas dans les grandes villes, elle habitait dans une petite ville. Et l'école, eh bien, ça se faisait, il y a l'école à l'intérieur, mais ils avaient aussi beaucoup, beaucoup d'activités à l'extérieur. Et parfois, ils faisaient même les cours à l'extérieur, parce qu'il fait tellement chaud de toute façon. Donc, et l'enfant, bah, il avait beaucoup plus accès à l'air libre, accès aux activités, en plein air, à courir, à s'amuser, tout ça. Et son enfant était super heureux. Il n'était pas aussi frustré que quand il était en Amérique, enfermé dans une classe entre quatre murs, assis sur une chaise avec un stylo sur la main, obligé d'écrire et d'écouter, d'écrire et d'écouter. Non, c'était pas ça. L'enfant était beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui. Et maintenant, il a grandi, je pense que c'est un adolescent, si je comprends bien. Et ça va, il n'y a pas de problème. Elle est contente du choix qu'elle a fait de retourner en Jamaïque et de ne pas, surtout de ne pas accepter ses médicaments. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas prendre de médicaments? Non, moi je dis personnellement, je ne le ferai pas. Pour mon fils, j'ai dit non, je ne le ferai pas. Mais si vous, vous décidez de le faire, bon, bah ça c'est votre problème. Mais je vous encourage avant tout à faire des recherches, à questionner beaucoup de docteurs et à regarder les groupes de parents, de parents autistes sur Internet. Il y en a un, en anglais ou en français, ou si vous parlez d'autres langues, ce qu'ils pensent de ce genre de médicaments et l'effet que ça a fait sur leurs enfants. Il y en a qui vont dire c'était super, et d'autres qui vont dire merci beaucoup, mais non merci. Donc, il vaut mieux savoir ce que vous faites, hein. Donc ça, c'est pour les médicaments. Les autres genres de thérapie, il y a la thérapie comportementale et développementale. Le traitement de l'autisme se concentre souvent sur des interventions comportementales, psychologiques ou des formations professionnelles aussi, hein. Une approche couramment utilisée est l'analyse comportementale, une forme de thérapie qui utilise les renforcements pour enseigner et renforcer les comportements et les compétences souhaitables. Donc, j'en ai déjà parlé, hein, avec ces histoires de... Je me rappelle plus, c'était quoi? Euh, C'était la psychopathie. Donc, c'est un peu les mêmes genres de thérapie, hein. Donc, d'autres thérapies courantes utilisées dans le traitement de l'autisme comprennent la thérapie cognitivo-comportementale. Ouais, je me rappelle de ça, c'était dans la psychopathie. La thérapie relationnelle des différents développements et individuels. Intervention comportementale intensive précoce. Non, ça, c'est vraiment autisme. Thérapie de réponse pivot, intervention en développement relationnel, thérapie comportementale verbale. Il faut savoir que ces traitements sont conçus pour aider les personnes atteintes du trouble de spectre de l'autisme. Ça les aide à favoriser les capacités cognitives, à améliorer comment dire, leur qualité déjà existante, à améliorer les compétences linguistiques et de communication, à améliorer les compétences sociales et à acquérir des compétences d'adaptation qui permettent une vie autonome. Les gens qui travaillent dans les écoles pour enfants autisme, euh, ils, ils sont spécialisés dans ce genre de choses. Enfin, spécialisés, ouais. Ils aident à améliorer ce genre de choses. Il y a d'autres thérapies qui peuvent être utilisées. Et cela comprennent la technologie d'assistance, l'orthophonie, l'ergothérapie, etc., etc. Donc, ils utilisent certaines technologies facilitées pour aider aussi. Donc, en plus de rechercher un traitement professionnel, il existe également un certain nombre de stratégies d'auto-assistance que vous pouvez utiliser pour aider à faire face à certains des symptômes de l'autisme. Eh bien, ça peut être
accepter. Par exemple, plutôt que de vous concentrer sur les différences, essayez de considérer ces caractéristiques uniques comme une partie de quelqu'un qui est exceptionnel. Pratiquez l'acceptation et l'amour inconditionnel au lieu de vous concentrer sur la tentative de réparer les choses qui rendent quelqu'un différent des autres. Parfois, il faut accepter que l'enfant autiste n'est pas intéressé, par exemple, aux choses que beaucoup d'autres enfants seront intéressés. Lui, il y a des enfants qui sont là et leur bonheur, c'est juste de regarder la machine à laver fonctionner. Et ça, c'est leur bonheur. Vous leur donnez les Transformers, les jouets Batman et tout ça, et ben, ils n'en veulent pas. Eux, leur bonheur, c'est ça. Ben, faut accepter, hein, c'est ça, son bonheur. C'est un bonheur bizarre, mais c'est ça, pourquoi pas. Il faut créer un environnement relaxant et confortable. Vous devez faire attention aux choses qui peuvent être une source de stress, y compris les stimuli sensoriels tels que les bruits forts ou les lumières vives. Il faut suivre un horaire. Vous savez qu'ils aiment la routine, hein. Les personnes atteintes d'autisme réussissent mieux avec les routines et la structure. Ils n'aiment pas vivre dans le chaos. Vous n'améliorez pas les choses si c'est au bonheur la chance. Vous vivez au bonheur la chance. Non, il faut qu'il y ait une routine avec eux. Gardez les choses cohérentes chaque jour, y compris les repas. Il sait qu'à 6 heures, c'est l'heure du repas. Et après ça, c'est l'heure de la salle de bain. Et après ça, maman va me lire un livre. Et après ça, c'est l'heure du dodo. Donc c'est comme ça tous les jours, du lundi au dimanche. Comme ça, il va avoir la quiété dans son esprit. Plutôt qu'un jour c'est comme ça, un autre jour c'est comme ci, un jour c'est du tout et n'importe quoi. Ne faites pas ça. Lorsqu'il y a des changements ou des perturbations, vous devez vous assurer que vous donnez à la personne beaucoup d'avertissements à l'avance. Comme ça, il a le temps de se préparer. Par exemple, quand vous partez en vacances, les choses vont changer. Vous dites, OK, dans un mois, nous allons aller en Italie, par exemple. Et voilà ce qui va se passer quand nous serons en Italie. Voilà ce qui va changer, etc., etc. Et vous lui répétez ça pratiquement tous les jours. Comme ça, il est au courant. Et une fois que vous êtes en Italie, vous ne le troublez pas. Il ne va pas piquer une crise de panique. Parce que vous l'avez déjà préparé. Vous pouvez aussi rejoindre un groupe de soutien. Recherchez des personnes, recherchez des groupes de soutien locaux dans votre région ou joignez-vous à un groupe de soutien en ligne. Vous pouvez partager votre expérience et obtenir du soutien. Par exemple, si votre enfant est dans une école autiste, il y a souvent des groupes de soutien Facebook que les mamans de ces enfants organisent. Et elles se donnent des tuyaux pour ci ou pour ça. C'est super intéressant. Vous devez aussi apprendre à identifier les déclencheurs. S'il y a certaines choses qui ont tendance à déclencher des comportements perturbateurs ou difficiles, vous pouvez trouver des moyens pour prévenir ou modifier des situations difficiles. Donc, par exemple, s'ils n'aiment pas les bruits, souvent ils ont les casques spéciaux pour les enfants autistes. Pour quand vous allez, par exemple, imaginez que vous allez faire les courses. Vous êtes au centre-ville et vous faites les courses. Et puis l'enfant pique une crise et commence à pleurer, à se rouler par terre, etc. Mais vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et il veut pas, et puis vous pouvez pas le porter parce qu'il est lourd, et il commence à se rouler par terre, à piquer une crise, nanana. Vous savez, c'est pourquoi peut-être? C'est peut-être à cause des bruits. Tout ce stimuli, tout ce bruit, tout ça, ça dérange son cerveau. Il n'arrive plus à contrôler, il n'arrive plus. Et le résultat, c'est il pique sa crise. Donc, il y a les casques, les auto-defenders, on appelle ça en anglais, je sais pas comment on appelle ça en français. Vous savez, c'est lourd casque, ils ont l'air super lourds. Et vous mettez ça peut les calmer parce que c'est pas que ça élimine complètement le bruit, mais ça diminue en fait, hein, l'intensité du bruit. Donc ça peut aider. Il y a plein de choses comme ça, hein. Donc, vous devez discuter avec un spécialiste. Souvent, les psychologues spécialisés dans le cas d'autisme peuvent vous donner des tuyaux. Faites attention à la communication non verbale, parce que les personnes atteintes d'autisme ont souvent du mal à communiquer et à adopter des comportements sociaux, entre guillemets, normaux. Elles peuvent ne pas être en mesure de vous dire ce qui ne va pas. Regardez les choses telles que les expressions faciales, le langage corporel et d'autres signaux verbaux. Il y a aussi le fait que la communication est très difficile souvent pour elles. Par exemple, elles veulent dire quelque chose, mais elles ne peuvent pas. Les mots ne sortent pas de la bouche. Par exemple, elles veulent dire j'ai faim.
Imaginez, vous êtes encore en centre-ville en train de faire les courses, mais votre enfant a faim ou il a vu, je sais pas moi, son magasin de gâteaux et il y a un gâteau préféré qu'elle veut manger, mais il n'arrive pas à le dire. Maman, est-ce que tu peux m'acheter ce gâteau? Il n'arrive pas à dire, il n'arrive pas à dire. Alors, la colère et la frustration commencent à rentrer dans sa tête et à rentrer, à s'accumuler, et il pique une crise de rage. Et vous comprenez pas, mais vous dites, mais cet enfant est colérique, est colérique. L'enfant n'est pas colérique. C'est juste, l'enfant n'arrive pas à s'exprimer. Et c'est souvent ce qui se passe. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment aller voir un spécialiste de la santé mentale. Parce que quand il est 4 ans, quand l'enfant a 4 ans et qu'il agit comme ça va, vous pouvez gérer. Mais quand il a 24 ans, qu'il a 30 ans, ça peut devenir super dangereux. Comme j'ai dit dans la première vidéo de cette série, je connais un homme, il est vieux maintenant, enfin vieux, je pense qu'il a fin quarantaine, début cinquantaine, et il a dit que sa plus grande erreur, c'est de ne pas avoir prêté attention à ça chez son fils. Il a 2 enfants autistiques, 2. Et quand ils étaient petits, qu'ils piquaient des crises de colère, ils se disaient juste, oh c'est l'âge, c'est l'âge. Donc il n'a pas géré, il n'a pas mis, mis les dispositifs en sorte pour calmer ça. Maintenant, ces enfants sont grands, ce sont des jeunes adultes. Et il a dit que quand ils piquent des crises de colère, c'est terrifiant. Parce qu'ils sont plus grands que lui, et ils sont plus forts que lui, et ils sont enragés. Il a dit c'est terrifiant, et il regrette. Il regrette. Donc, vous, si vous avez des enfants qui sont petits et qui piquent des crises de colère comme ça, faut pas leur en vouloir, c'est normal, ça fait partie de la maladie. Et il y a des moyens de gérer ça. Allez voir un psychologue, un spécialiste spécialisé dans les histoires d'autisme. Et il va vous aider à gérer ça, à trouver un moyen de calmer. Parce que si vous gardez ça, vous gérez pas ça maintenant qu'il est petit, dans 20 ans, dans 30 ans, il ne vous restera plus que vos yeux pour pleurer. Enfin, je vais finir avec utiliser le renforcement positif. L'objectif est d'offrir une récompense lorsque vous les surprenez en train d'être bons. Lorsque vous remarquez qu'ils utilisent une nouvelle compétence ou font quelque chose de bien, félicitez-les pour cela. L'encouragement verbal peut aller très loin, mais vous pouvez également utiliser d'autres récompenses souhaitées telles que des autocollants ou des activités préférées comme un moyen de renforcer les comportements appropriés. Moi, je sais que mon fils, il aime bien le bowling. Donc, quand, vous savez, la pétanque, le bowling, des trucs comme ça. Donc, quand il s'est vraiment bien comporté, eh bien, je lui dis, ben, on va aller au bowling. Et il est super content. Donc, pour finir, pour conclure, je dirais que l'autisme est une maladie complexe qui peut causer divers degrés de déficience et affecter la vie d'une personne dans de nombreux domaines différents. L'intervention précoce est importante et il existe de nombreux types de traitements et de ressources disponibles pour aider les personnes qui sont dans ce cas-là. Trouver le bon traitement pour vous-même et pour votre proche, cela peut les aider à fonctionner de manière plus autonome et à vivre une vie épanouissante. Mais il y a une chose qui est extrêmement importante que je dois dire, je dois vraiment souligner. Quand vous avez affaire à une personne qui est autiste, vous devez faire preuve de 2 qualités exceptionnelles. C'est la patience et l'amour. Vous devez montrer à cette personne que vous l'aimez malgré tout et vous devez être très patient avec cette personne. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et aussi de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, on se reverra lors de ma prochaine vidéo sur un autre aspect de la psychologie humaine. Merci beaucoup et à bientôt!